La data science, c'est pas seulement une question de chiffres et de data, mais c'est aussi une question de stratégie, de choix et de décision. Aujourd'hui, nous recevons Manuela Kwame, senior data science chez Jamo. Bonsoir Dorcas. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans Mageli. Merci. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour nos téléspectateurs et expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais? Ok. Donc, moi, c'est Manuela Ouraga, épouse Kwame. Je suis data scientist aujourd'hui à Jamo. Et Jamo, c'est une fintech ici à Abidjan. Donc, ce que je fais au quotidien, c'est bien ça. Donc, bon, je transforme les données, si je peux dire ça comme ça. Je transforme les données je crée des solutions avec des données. Ok. Je crée des solutions avec des données. Donc, ça peut être des solutions IA. Voilà, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça peut être des prédictions pour aider l'entreprise et tout. Voilà. Ok. On aura le temps de revenir dessus au cours de l'émission. Est-ce qu'on peut faire un petit tour en arrière, que tu puisses nous parler de la Manuela avant le bac, ce qu'elle souhaitait devenir, ses ambitions, quelle série aussi scientifique, quel système elle a eu à faire un peu? D'accord. Donc, bon, moi, j'étais au lycée Sainte-Marie, une école d'excellence en Côte d'Ivoire. Donc, j'étais en terminale C, la série C, donc c'est vraiment mathématiques et tout. Et ce que je voulais devenir, je voulais faire la comptabilité. Ok. Mais mon père m'a dissuadé, il m'a dit, franchement, la comptabilité, c'est pas intéressant. Mais j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Donc, il m'a dit, va faire la finance. Dedans, tu auras des cours de comptabilité. Et tu verras. Donc, c'est là que je pars faire mon bachelor en France à Schema Business School, en finance. Je fais un bachelor en finance et j'ai des cours de comptabilité. Okay. Je vois que j'aime pas du tout et je lui dis Dieu merci, je suis pas resté dans la comptabilité. Donc, en gros, c'est ça. Je voulais faire la comptabilité à la base. Ok. Comment ça se passe ton départ de la Côte d'Ivoire à la France? Parce que je pense que tu as le bac directement, tu pars en France. Comment ça se passe l'intégration de la Côte d'Ivoire à la France? Bon, je pense que on est tous contents de quitter les parents à un moment donné. On se dit liberté. Pourquoi pas? Donc, à du temps, dès que j'ai mon bac, je pars en France à Schema, comme je disais tout à l'heure. Et bon, mon intégration, c'était pas trop compliqué parce qu'il y avait vraiment un bon groupe d'Ivoiriens en France dans mon école. Donc, on s'entraidait, on était ensemble et tout. Et bon, c'était pas compliqué. Franchement, c'était pas compliqué. Et on a vraiment la même culture. Et quand tu prends la culture française, la culture ivoirienne, c'est presque pareil. Donc, vraiment, c'était pas compliqué du tout. Après, voilà, je viens de me rappeler d'un truc. Après, bon, on était à Schema. Schema, c'est vraiment une école américaine. Et tout, donc vraiment les manières les devoirs et tout, les examens et tout, c'était pas du tout pareil. Donc au début c'était un peu compliqué, mais après on s'est vite intégré. C'était quoi la différence? Bon, avant, nous c'était les examens compliqués, on devait vraiment bosser par cœur et tout, et c'était en français. Et à Schema, tout était en anglais. Moi j'étais très nulle en anglais. Faut que je le dise. Je me rappelle en terminale, dès que je lève mon dos en anglais, tout le monde se moque de moi. Je me rappelle. Donc, c'était en anglais. Tout était en anglais. Mon premier cours de statistique en anglais. Je comprends pas la langue. Bon, après, c'est les maths, ça passe un peu. J'appelle mon père direct. Je lui dis, ah, papa, franchement, c'est dur. Et moi, je comprends même pas ce que la prof est en train de me dire. Donc là, c'était vraiment compliqué et vraiment différent parce que le système éducatif est très différent. Je veux dire, là, en Côte d'Ivoire, comme je dis, on fait des examens, presque tout le temps et tout. Là-bas, c'était vraiment comment on appelle ça, des examens de maison. Des devoirs de maison. Oui. Qu'on nous donnait plus que les examens, par exemple. Donc nous, on n'était pas habitués à ça. Donc, je pense que c'était le truc qui était le plus différent. Par ça, tout était bien. Tu as eu à faire 3 ans de bachelor à Schema, c'est ça? J'ai fait 4 ans de bachelor à Schema Business. Ok, parce que le bachelor... Non, pardon, c'est ça. 3 ans. 3 ans de bachelor à Schema. Donc, tu as fait 3 ans de bachelor à Schema en anglais. En plus, comment tu fais pour t'améliorer puisque ton anglais, il était nul? Ah ouais. Donc, j'ai fait 2 ans à Schema en France. Et après ça, je devais partir aux États-Unis. Et pour ça, tu dois passer un test, le TOEFL.
J'ai passé 5 fois le test de TOEFL. C'est-à-dire mon GPA, c'est-à-dire ma moyenne était bien hein, dans toutes les matières, même en anglais. Mais j'arrivais pas à passer ce test anglais. Donc, je l'ai passé 5 fois. À la 4e fois, j'ai dit franchement, je suis fatiguée de faire ces cours-là. Moi, je vais partir en Angleterre. Je voulais pas faire des cours en Angleterre. Je voulais vraiment être avec les Américains, les Anglais. Oui. Pour vraiment communiquer. Donc, c'est là que je suis partie en Angleterre. J'ai fait quoi, je crois, 1 mois. Je faisais du babysitting avec des enfants de quoi, 10 ans, 15 ans et tout. Je faisais du babysitting avec eux. Et c'est là que je suis revenue en France. J'ai passé mon TOEFL et je l'ai eu. C'est là que je suis partie aux États-Unis et j'ai décidé de ne pas vraiment être avec les francophones. Je voulais vraiment être avec les anglophones. Donc, j'ai rencontré des Ghanéens, des Nigériens, des Américains même. Commencé à communiquer avec eux et c'est là que j'ai appris l'anglais. Pourquoi avoir autant insisté pour étudier en anglais? Franchement, faut que je le dise, je n'ai pas du tout insisté. Ça m'est tombé dessus. Je veux dire, moi j'ai entendu Schema, j'ai vu que c'était une bonne école. Il y a un monsieur qui a insisté pour que je parte là-bas. C'était pas du tout mon plan. Vraiment pas du tout mon plan. J'ai jamais aimé l'anglais. Jamais de la vie. Donc c'était pas mon plan, mais bon, ça arrivé. J'ai dit pourquoi pas. Et puis bon, je regrette pas du tout. Je pense que l'anglais, ça te facilite tellement de choses. Bon, on va rentrer dans les détails après, mais je pense que ça facilite beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ok. Donc, tu passes du système ivoirien au système français, ensuite au système américain, parce que tu pars aux États-Unis après. C'est ça. Bon, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais du système ivoirien au système américain. Directement. Voilà, parce que Schema, c'est vraiment américain. Ok, mais je veux dire, tu passes de la France aux États-Unis après tes 2 ans à Schema en France. Oui. Comment ça se passe aussi ton intégration sur le campus américain? Vraiment très différent, mais on était très contents parce que c'est vraiment comme dans les films, j'aime le dire. Ça se passe exactement comme dans les films. Donc, je veux dire, l'intégration, nous, on voulait vraiment parler l'anglais comme les Américains. Donc, on s'est dit, on va rentrer dans toutes les associations, dans beaucoup d'associations pour avoir beaucoup d'amis américains, pour vraiment être intégrés aussi, puis vraiment parler fluently l'anglais. Donc, c'est ce qu'on a fait au début. On est rentré dans beaucoup d'associations. On n'avait même pas de temps les samedis. On était dans les associations de danse, les associations même africaines et tout. Vraiment toutes sortes d'associations même qui touchent à la religion et tout. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, après, on a pu se trouver des amis, des Américains. Donc, on parlait anglais au quotidien et tout. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai pu m'intégrer, moi et puis mes amis. C'est comme ça qu'on a pu ça. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de s'intégrer en France qu'aux États-Unis? Très bonne question. Bon, moi, je suis un peu... Moi, ça sera un peu biaisé parce qu'en France, j'avais des Ivoiriens. Oui. Donc, c'était très facile pour moi de m'intégrer avec les Ivoiriens. Mais aux États-Unis, franchement, j'avais pas beaucoup d'Ivoiriens. C'était vraiment que les Américains, les Anglais même, les Nigérians, Ghanéens et tout. Donc, c'était un peu plus difficile. Mais si je veux comparer les Français avec les Américains, je dirais que les Américains sont beaucoup plus ouverts. Et vraiment, ouais, ils sont beaucoup plus simples. Plus sympas. Ouais. Donc, tu fais 3 ans de finance, 2 ans en France, 1 an aux États-Unis. À la fin, tu as ton bachelor. C'est quoi les décisions que tu prends? Qu'est-ce que tu te dis quand tu as ton bachelor en finance? Bon, d'abord, j'ai fait 4 ans de finance. 2 ans en France, 1 an aux États-Unis, à Schema, et 1 an à North Carolina State University. Ok. Le parcours était un peu compliqué, donc c'est 4 ans. Donc, ce que je me dis après avoir fait ça, c'est que je veux avoir une expérience d'abord, pour voir un peu si c'est ce que je veux faire. Oui. Mais je pense qu'à ma dernière année, je savais que je ne voulais pas forcément être dans la finance. Je voulais quelque chose de plus technique, beaucoup plus technique. Et je savais que ce n'était pas forcément la finance. Donc, je pense que je voulais quand même avoir une expérience. J'ai dit, pourquoi pas avoir une expérience pour voir si c'est vraiment ce que je veux ou pas. Oui. C'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai acquis une expérience après mes 4 années de bachelor, une expérience d'1 an. Voilà. Et comment ça s'est passé, cette expérience? Ah, c'était excellent. Bon, c'était très bien. Franchement, c'était super. Je trouvais ça un peu... Je ne trouvais pas ça très challengeant. C'était en tant c'était en tant que quoi? J'étais payroll coordinator. Donc, c'est-à-dire, je gérais un peu la paye et tout d'une entreprise de la place là-bas. Donc, je trouvais ça un peu très simple. Ok. Moi, j'aime bien les challenges, quelque chose qui me
je veux dire, quelque chose que tu résous et que tu es content Oui. de résoudre. C'était un peu très simple. Et j'ai dit, je me vois pas en train de faire un truc très simple. Je veux dire, quelque chose qu'on résout peut-être, les gens pensent qu'on doit résoudre en une semaine. Moi, je résous en un jour. Vraiment, sans vouloir me lancer des fleurs, mais c'était un peu trop simple pour mon niveau. Donc, j'ai vu que c'était pas ma voie. Ok. Pourquoi t'as pas travaillé en finance directement quand tu es sortie de... Parce que j'ai pas trouvé. Ok. Voilà, l'entreprise, c'est une entreprise financière. Oui. Donc, mon objectif, c'était de rentrer en tant que payroll coordinator et ensuite peut-être changer carrément, aller en tant que financial analyst ou quoi. Mais j'ai pas pu. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai trouvé. Et puis, Est-ce que c'est difficile aux États-Unis de trouver du boulot? Bon, je dirais oui et non. Je pense que en finance, avoir un bachelor, c'est un peu plus compliqué, sachant qu'on est étudiant étranger. Je dirais que c'est un peu plus compliqué. Mais quand tu as un profil tech, c'est moins compliqué. Ok. Voilà. Quand tu as un profil tech, on te recherche même. Tu es très recherché. Donc, oui et non. Ok. Mais comparé à la France, si je veux comparer à la France, je dirais que en France, moi, quand je postulais pour les jobs, j'avais moins d'appels que aux États-Unis. Ouais. Donc, je dirais les États-Unis, c'est un peu plus simple. Ça, c'est mon avis. D'autres diront le contraire. Ok. Donc, tu finis tes 1 an d'expérience. C'est quoi la suite? Voilà, la suite, je commence à postuler. Bon, c'était pendant la COVID. Oui. Donc, je commence à postuler pour un master en data science parce que moi, après à ma dernière année de bachelor, j'ai voulu faire la data science. Et pourquoi j'ai voulu faire la data science? C'est parce que j'avais eu un cours de data que j'ai bien aimé. Donc, j'ai essayé de faire mes recherches un peu. J'ai dit, waouh, c'est ce que je veux faire. Donc, je commence à postuler. J'ai postulé en France, en Europe, dans beaucoup de pays en Europe et tout. Tous ils m'ont refusé. Parce que, en fait, j'ai un background en finance. Oui. Et ils recherchent des gens qui ont un background en ingénierie, en mathématiques et tout. Donc, ils m'ont tous refusé. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, je postule aux États-Unis. Je voulais pas forcément rester aux États-Unis. Donc, mais j'ai décidé de postuler aux États-Unis. Je postule aux États-Unis dans 10 universités. Les 10 m'ont accepté. Donc, c'est là, maintenant, je commence à faire mes choix, classer en fonction du prix et tout. Et puis, j'ai choisi une école et puis. Pourquoi ce passage entre la finance et puis les data science? Je pense que c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. En fait, pourquoi ce passage? Je pense que la finance, je trouvais pas ça intéressant. Je trouvais pas ça challenging. La finance que je faisais, c'était pas forcément la finance de marché, c'était vraiment finance d'entreprise et tout. Donc, je trouvais pas ça assez challenging. Donc, comme je disais, quand je faisais mes cours de data, il y a eu un déclic. J'ai vu, ah, waouh, ça j'aime bien, pourquoi pas. Donc, j'ai tenté ma chance, j'ai fait mes recherches et tout. J'ai vu que parce que j'ai toujours aussi aimé les mathématiques. Donc, je voulais quelque chose, qui était, en rapport avec les maths et tout. L'informatique et tout. C'est quoi data science? Voilà. Data science, c'est vraiment transformer les données, je dirais, pour faire très simple. Je dirais, la data science, c'est vraiment transformer les données en quelque chose d'utile. Ça, c'est vraiment pour faire très simple. En gros, ce qu'on fait, c'est on entraîne un ordinateur à se comporter comme un humain. Okay. Ça, c'est avec l'IA, où on fait des prévisions aussi. Je veux dire, n'importe quoi. Quelle sera la température de demain, par exemple? Ça, c'est la data science qu'ils utilisent pour faire des prédictions en fonction de toutes les données passées. On va avoir une estimation de la température de demain, par exemple. Donc, en gros, c'est ça, data science. Comment tu vis cette transition entre la finance et puis les data? En fait, c'était très compliqué, je dirais, parce que déjà, on m'a pas accepté dans toutes les universités où j'ai postulé en Europe et tout. Donc, ça m'avait fait mal parce que je sais que j'ai le profil, je sais que je peux le faire, mais à cause de mon background, on veut pas. Donc, au début, quand j'ai commencé à l'université, mon master, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur. Je me dis, bon, j'ai pas forcément ma place ici, mais parce que j'étais avec les gens, les ingénieurs, les matheux et tout, vraiment, c'était un peu compliqué. Mais je me suis dit que je peux le faire. Parce que je me suis dit, je peux le faire, j'aime bien les maths et tout. Donc, je bossais moi-même. Je posais des questions aux professeurs et tout. Et puis, à la fin, c'est mes
mes amis qui me posaient des questions. Alors, je connaissais mieux que Anne Griff. Donc, ils me posaient des questions et tout. Puis après, c'était bien. J'ai pris confiance en moi à ce niveau-là et puis j'ai avancé. À ton avis, qu'est-ce qui a joué sur le fait que aux États-Unis, ça a été plus facile d'avoir des écoles qu'en France ou dans d'autres pays? Donc, je pense que c'est à cause de mon background, vu que j'ai eu mon bachelor aux États-Unis. Oui. Donc, ils ont eu plus confiance en moi. Oui. Et en Europe, peut-être pas, ils n'avaient pas forcément confiance au diplôme américain. Bon, là, je pense à mon avis. Ok. Comment ton entourage, ta famille a perçu le fait que tu voulais passer de finance au data? Bon, mon père, il comprenait pas trop, parce que bon, je pense qu'à leur temps, il connaissait pas la data science et tout, donc il comprenait pas trop. Et vu qu'on m'avait refusé en Europe, malgré mon GPA, je dis que j'avais un bon GPA. Oui. Vu qu'on m'avait refusé en Europe, donc ils m'ont dit, mais est-ce que c'est un bon choix et tout? J'ai dit oui, c'est un bon choix, c'est ce que je veux faire et je sais que je vais exceller dedans. Donc, au début, c'était un... Et puis après, je prouvé que je pouvais le faire et voilà, je me suis lancée. Ok. Aux États-Unis, le master, c'est 2 ans. Mon master était 1 an et demi, ça dépend. Ok. Donc, comment ça se passe les 1 an et demi de master en data? C'était très bien. Moi, mon programme était excellent. C'était excellent. Donc, on fait le premier trimestre, on le fait avec un stage, si je peux le dire comme ça, où on te paye au quotidien et tout. Vraiment, ça s'est très bien passé parce que tu touches vraiment à la data, la data science. Je fais vraiment des projets pour des entreprises et tout. Donc, vraiment, c'était excellent. Après aussi, on avait des projets avec mes amis et tout. Donc, vraiment, c'était excellent. J'ai pas grand chose à dire. C'était excellent. Ok. Donc, quand tu décroches ton master, c'est quoi la suite? Quand je décroche mon master, je dis au premier semestre, je commence à postuler pour un stage. Ok. Parce que bon, aux États-Unis, il faut s'y prendre tôt. Ils recrutent généralement pour les stages 1 an avant. Donc, je commence à postuler pour un stage. On m'appelle, j'ai un stage. Et en été, je commence à faire le stage. Et puis après, on me garde pendant l'année pour faire à temps partiel. Et pendant ce temps, je commence à postuler pour un boulot. Ouais. Parce que quand tu finis, tu veux travailler, sinon tu es obligé de rentrer dans ton pays. Donc, je commence à postuler pour un boulot et par la grâce de Dieu, 4 mois même avant de finir mon master, j'ai un boulot. M'appelle, donc j'accepte l'offre et puis voilà. Et puis voilà, je commence. Est-ce que tu veux nous dire c'était dans quelle entreprise? Le boulot que j'ai eu, bon, d'abord le stage que j'ai eu, c'était à Blue Cross Blue Shield, c'est une entreprise d'assurance. Ouais. Et eux-mêmes, ils voulaient me garder pour un boulot même, il n'y a pas de CDI aux États-Unis pour un full-time job. Mais j'ai trouvé une meilleure offre avec Amazon, voilà, le géant Amazon. Donc j'ai dit pourquoi pas et puis je suis partie là-bas. Comment tu as trouvé cette opportunité? Franchement, j'étais contente, j'étais très contente parce que vraiment, je veux dire, je commence en finance. On n'a pas forcément confiance en moi quand je fais la data science et puis après me retrouver dans une entreprise aussi grande. Vraiment, j'étais contente. Comment on fait pour rentrer chez Price? Franchement, on postule. On postule très tôt, comme les autres entreprises. Oui. On postule très tôt. Tu postules, tu fais l'application. Moi, je crois que j'avais postulé 1 ou 2 fois, je crois. Puis bon, tu fais l'entretien, tu te prépares pour l'entretien. Vraiment, c'est une préparation parce que on va pas comme ça. Donc, tu te prépares pour l'entretien, que ce soit technique ou pas. Tu te prépares et puis voilà, tu rentres. Tu penses que c'est quoi qui a joué à ton avantage pour rentrer chez Amazon? Je pense que mon stage, oui, vu qu'ils ont vu dans mon stage que j'ai fait un stage de quoi, data ingénierie, donc je pense que ça m'a aidé. Et puis bon, je me suis préparé aussi pour l'entretien, donc c'était technique, j'ai pu gérer et puis voilà. Qu'est-ce que ce boulot t'a le plus apporté? Waouh, je pense que ça m'a aidé à être autonome. Amazon, tu travailles pour toi-même. Quand je dis pour toi-même, tu travailles toi seul. C'est-à-dire, tu es propriétaire de tes projets. Oui. De A à Z, tu commences tes projets, tu les termines.
Donc, je pense que ça m'a aidé à être vraiment autonome, à être vraiment indépendante, à être leader de mes projets et à aimer aussi la collaboration parce que il y a une grande collaboration avec des ingénieurs, avec des gens qui n'ont pas forcément de l'esprit tech ou qui connaissent pas vraiment la tech. Donc, ça t'aide aussi à pouvoir transmettre la technique aux personnes qui comprennent pas forcément. Donc, ça m'a vraiment aidé dans ce sens-là. Tu es rentré à Amazon en tant que quoi? Je suis rentrée en tant que business intelligence ingénieur. Donc, c'est un peu comme des data analystes. Donc, en gros, on utilise les données, on fait parler les données. Voilà, on voit des données, te dit ce que ça représente. Ouais. C'est vraiment une analyse des données, sans des prédictions. Donc, je suis rentrée en tant que business intelligence ingénieur, mais mon objectif c'était data science. Voilà. Donc, dès que je suis rentrée, j'ai dit à mon manager, moi, je vais data science. Et ils ont fait la démarche et tout. Je vais finir. Je fais data science. Et c'est quoi le quotidien d'un data science chez Amazon? Le quotidien de data scientist chez Amazon, c'est que je dirais, bon, on travaille généralement sur des projets. Tu peux avoir un seul projet toute la vie. Donc c'est toi-même qui fais ton calendrier et tout. Donc moi, ce que je faisais, c'est que le matin, je me réveille, je commence à travailler, je commence à regarder mes emails et tout, et je vais regarder les métriques. J'ai bossé sur un projet, je bosse sur un projet, je veux voir les métriques qui vont me permettre de savoir, qui vont permettre au business de savoir que ce que j'ai fait est bon ou pas. Donc moi, c'est toujours la première des choses que je regarde, les métriques. Très important. Je regarde les métriques et tout. Et puis après, si je vois qu'il y a quelque chose qui cloche, j'essaie de faire des deep dives et tout, pour savoir si il y a quelque chose que j'ai mal fait ou il y a quelque chose qui se fait mal et tout. J'en parle un peu partout. Et puis après, je continue mon boulot. Je fais mon boulot normalement et après on a des meetings un peu tout le temps pour essayer de faire des brainstorming ensemble et tout. Et puis voilà. Après ça, un lunch avec les collègues. Pour nous qui connaissons Amazon comme une plateforme où on peut juste acheter des trucs, est-ce que tu peux nous dire, toi, ton rôle, d'un point de vue d'un consommateur, ton rôle, il se situe où? En fait, dans cette matrix de je rentre dans l'application, je choisis mon produit, je l'achète, et puis c'est terminé. On me livre. Voilà. Amazon est très vaste. Je veux dire, ce dont tu viens de parler, peut-être c'est, je crois, 5% des revenus d'Amazon. Ok. Il y a 90% qui est AWS, le cloud là. Et moi, j'étais dans la partie publicité, Amazon publicité. Donc, moi, je travaille plus avec les vendeurs. Bon, je travaille pas directement avec eux, mais c'était plus avec les vendeurs, ceux qui vendent sur Amazon. On veut qu'ils réussissent à vendre. Donc, on leur vend de la publicité. Ok. Voilà. En gros, c'est là que je me positionnais. Donc, c'était des modèles pour vraiment trouver la bonne publicité pour chaque vendeur. Ok. Quelle est la compétence que tu as eu à plus mettre en avant étant chez Amazon? Ok. Je pense que la compétence que j'ai pu mettre en avant, mais le fait de surmonter les challenges. Ok. Comme je disais, Amazon, c'est vraiment, on nous apprend à ne pas forcément, tu peux poser des questions, mais tu dois apprendre à vraiment faire des recherches. Donc moi j'avais déjà ce mindset là, vraiment recherché. Je me suis toujours dit que je peux tout. Donc c'est vraiment ce mindset là que j'avais. Donc il y avait beaucoup de challenges. Donc à chaque fois je me disais que je pouvais. Ouais. Et voilà, j'y arrivais. Et j'aimais bien même les challenges. Donc ouais. Donc oui, je dirais ça. Ok. Je pense que on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, mais souvent les gens ont un peu peur d'en parler, Okay. de salaire. Ok. On va demander forcément le montant, mais on sait que Amazon, c'est une grande compagnie. Oui. Qu'est-ce qu'on s'attend comme salaire quand on rentre chez Amazon? Bon, Amazon, on est très bien payé. Plus de 6 figures, beaucoup plus même que 6 figures, c'est-à-dire beaucoup plus que 100 000. Bon, tant que data scientist, moi, j'étais un peu plus... 100 000, on parle en dollars. En dollars, pardon. Ok. En dollars. En tant que data scientist, moi, j'étais à 200 000 plus. Oui. Par an. Donc, ce qui te... Ouais, 200 000 plus par an, ouais. Est-ce que tu penses que c'est le secteur dans lequel tu étais ou c'est Amazon? Les deux.
le secteur est Amazon. Parce que si tu regardes mes autres amis qui étaient dans d'autres entreprises et tout, c'était 100 plus, c'est-à-dire 150 000 plus. Oui. Mais Amazon un peu plus à cause des stocks et tout, des actions qu'ils te donnent et tout. Le salaire a joué dans le choix d'aller chez Amazon? Pas du tout, hein. Moi, je pense que quand je suis rentrée en tant que business intelligence ingénieur, mon salaire a doublé en 2 ans. Vraiment. Okay. Donc, moi, je suis rentrée, le salaire était trop petit parce que j'allais aller à New Jersey, New York, New Jersey, qui est un état très, très cher. Donc, j'étais payée à quoi? 100K, 100 000. Bon. Quand on auto 100 000, on a l'impression que c'est beaucoup, mais pour New York, New Jersey, c'est vraiment rien. Ouais. Donc, j'étais payée à ça et, j'ai dit, bon, c'est Amazon, c'est une bonne compagnie, ça va m'aider à aller dans d'autres entreprises. Donc, j'ai dit, pourquoi pas, je suis rentrée, mais c'était pas le salaire. Le salaire même m'a fait fuir en griffe, vraiment. Est-ce que quand tu es sortie de l'école, tu avais une idée du salaire que tu voulais? Oui, effectivement. Je voulais 150 et plus si j'étais à New York, New Jersey, mais si j'étais en Caroline du Nord, 100. Sur quoi tu te basais pour dire ça? Sur les recherches que j'ai faites et sur ce qu'on nous avait dit au début. Okay. Après, tout ce que tu as dépensé aussi pour les études et tout. C'est tout ça. Donc, là, on est à Abidjan. Donc, je suppose qu'il n'y a pas Amazon ici, donc tu travailles plus à Amazon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe, la transition entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis et la Côte d'Ivoire? Bon, la transition. D'abord, moi, j'ai toujours, si tu me connais bien, moi, j'ai toujours voulu rentrer. Si tu regardes tous mes discours, j'ai toujours voulu rentrer. J'ai dit, l'extérieur, c'est bon, mais je vais apporter cette petite touche-là à mon pays. Ouais. J'ai pas dit que je vais être présidente, mais au moins, même si je paye mes taxes ici, c'est déjà quelque chose. Donc, j'ai toujours voulu rentrer. J'ai dit, je vais rentrer avant mes 30 ans. C'était mon objectif. Donc, je préparais ça déjà. Donc, je commence à préparer, ça fait des recherches un peu partout pour voir si je peux avoir du boulot, mais j'ai aucune réponse. Aucune réponse. Donc, j'ai dit, OK, j'ai un boulot ici, je peux continuer à postuler et tout. Donc, j'ai essayé de créer même des entreprises ici en Côte d'Ivoire pour voir si je rentre, au moins j'aurai un revenu. Donc, voilà, j'ai pas pu suivre. Donc, voilà, ça s'est pas passé comme ça devait se passer. Donc, j'ai commencé à postuler à Abidjan et tout. Et j'avais pas de réponse jusqu'à ce que je trouve le boulot dans lequel je suis. Ok. Pourquoi, après tes études, tu ne rentres pas directement en Côte d'Ivoire, tu décides de travailler un peu là-bas? Bon, je voulais de l'expérience, hein, parce que comme je te dis, bon, étudier aux États-Unis, c'est un peu cher. Voilà. Donc, tu veux quand même gagner un peu pour entrer parce que tu te dis tu dois rembourser un peu ce que tu as dépensé. Voilà, ouais. un peu d'expérience quand même aussi. Et puis je trouve aussi que c'est beaucoup plus facile d'avoir un boulot quand tu as de l'expérience à l'extérieur. Oui. En Côte d'Ivoire généralement, c'est beaucoup plus simple. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est pour ça que je suis restée. Et puis aussi, comme je l'ai dit, j'avais trouvé un boulot très tôt. Donc ça aussi ça a encouragé vraiment mon séjour là-bas. Qu'est-ce qui était le déclic et tu t'es dit c'est le moment pour moi de commencer à postuler et à chercher des... J'avais toujours cet objectif, rentrer avant d'être temps. C'était dans ma tête. Donc je cherchais tout le temps en fait, tout le temps des opportunités, tout le temps. Ok. Et est-ce que le salaire n'a pas été un frein pour toi? Parce que souvent on se dit bon, quand on va quitter où on est, ça sera peut-être moins quand on va arriver en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que ça n'a pas été un frein pour toi? Ça a été un gros frein, mais j'étais pas prêt à accepter. J'avais un minimum que je pouvais accepter. J'allais pas aller en dessous. Voilà, j'allais venir seulement si j'avais un salaire au-dessus de ça. Sinon, j'allais attendre, j'allais encore chercher des opportunités. Et je savais que avec l'expérience que j'allais avoir là-bas, même si je durais encore, quand j'allais rentrer, j'allais pouvoir avoir le salaire minimum que je voulais. Est-ce qu'il y avait une crainte de perdre un certain confort en quittant les États-Unis pour venir en Côte d'Ivoire? Oui, franchement, il y avait une grosse crainte. Il y avait une grande crainte. Et je me suis toujours dit que mon pays ou rien, on est mieux chez soi. Oui. Ma famille ici, l'argent ne fait pas tout. Et puis, je peux essayer de créer de la richesse ici. Je me suis toujours dit ça, vraiment cette mentalité. Mais sinon, il y avait une grosse crainte.
Est-ce que pour toi, on parle assez de salaire en général, que ce soit en Afrique ou aux États-Unis? Aux États-Unis, oui. On Ok. en parle beaucoup, mais en Afrique, c'est tabou. Et donc, tu n'avais pas cette peur-là quand tu rentrais en Afrique de te dire, je vais rentrer et peut-être que les mentalités seront différentes. Oui, j'avais cette peur, mais j'avais vraiment un objectif, hein. Moi, j'ai dit, il y a des entreprises où je voulais pas rentrer parce que je connaissais la mentalité. Et il y avait que je pense qu'il y avait 2 entreprises où je voulais rentrer parce que je connaissais aussi la mentalité. Donc, j'avais vraiment cette crainte-là. Je voulais vraiment une entreprise qui a un peu ce mindset-là américain. Et voilà, donc j'avais vraiment cette crainte. Donc, j'ai postulé pour les entreprises où je voulais rentrer. C'est quoi le mindset américain? Je trouve que les Américains, comme moi, je compare par rapport à mon expérience, il n'y a pas de micromanagement. Ouais, c'est ça, micromanagement. Il n'y a pas de micromanagement Ok. avec les Américains. Donc, on te donne un petit sujet et tu fais ce que tu veux. À la fin, on veut le résultat. Par contre, je trouve que le mindset français, il y a un peu trop de micromanagement. Donc, on te donne trop de directives. Donc, tu n'as pas la liberté de faire ce que tu veux sur un sujet. Oui, Et tu peux faire mieux même que les directives qu'on t'a données, mais on te donne pas la possibilité de le faire. de le faire. Donc, moi, c'était ça mon plus gros souci et je voulais pas être dans une entreprise où il allait avoir un peu trop de micromanagement. Est-ce que pour toi, c'est possible d'avoir un impact en Afrique et d'avoir une stabilité financière? Les deux vont de pair. Oui, je suis très sûre que c'est possible. Après, comme je disais, avoir un impact, ça dépend de ce qu'on appelle avoir un impact. Moi, je trouve que même payer cette taxe, on a un impact. Mais ça dépend. Ça dépend de la grandeur de l'impact. Comme je dis, si tu veux être un président, tu auras beaucoup plus d'impact et tout. Mais ça dépend vraiment de l'impact que tu vas avoir. Mais je pense que c'est possible d'avoir les deux. Et généralement, quand tu as un bon impact, quand tu ajoutes une valeur, l'argent vient. Ok. Aujourd'hui, tu as quitté les États-Unis, Amazon, pour rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu veux nous dire dans quelle entreprise tu es? Oui, je suis à Djamou. C'est une fintech qui a été créée par les Ivoiriens pour les Ivoiriens. Ok. Et tu es rentré à Djamou en tant que... Je suis rentrée en tant que senior data scientist. Donc, est-ce que tu peux nous donner la définition de ton poste aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui, bon, moi, ce que je fais aujourd'hui, bon, c'est un peu la même définition que data scientist à Amazon, mais en gros, je trouve que ici, je fais beaucoup, parce que c'est une fintech, c'est une startup, Ouais. donc je fais un peu plus d'ingénierie aussi. Donc, la définition, je dirais aussi que c'est vraiment faire des prédictions avec les données passées. Et utiliser aussi l'IA, essayer de créer des bots IA et tout. Voilà. C'est plus simple. Et c'est quoi ton quotidien à Djamou? À Djamo, oui, mon quotidien. Donc, c'est réunion. Je regarde aussi les dashboards, les métriques souvent, et j'améliore les modèles que j'ai déjà créés. Je crée de nouveaux modèles. Est-ce qu'il y a eu un gap dans ton intégration quand tu arrives en Côte d'Ivoire? Non. Bizarrement, il n'y a pas eu un gros gap parce que je recherchais vraiment une entreprise typique culture américaine. Oui. Et c'est ce que j'ai retrouvé à Djamo, mais avec encore plus. C'est que à Djamo, il y avait ce mindset-là américain où vraiment on se tutoie, on te laisse faire ce que tu veux, on te trust, comme on le dit, on te fait confiance. Et en plus de ça, je suis chez moi. Donc, je suis avec des Ivoiriens. Donc, vraiment, tout en un. Il y a pas mieux, en fait. Oui. C'était Comment ta famille a réagi quand tu as voulu rentrer? Bon, après moi, mes parents, ils ont toujours voulu que je rentre. Ok. Ça, faut que je rase. Ils ont toujours voulu que je rentre depuis mon bachelor. Mon papa voulait que je rentre et tout. Donc, bon. Quand je leur ai dit que je rentrais, ils ont dit, ah, ok, trouve quelque chose. Et voilà. J'ai trouvé quelque chose et ils étaient contents. Et voilà. C'est mon père même qui m'a dit, ils vont t'accepter. Quand j'ai postulé et tout, quand j'ai fini l'entretien, il dit, oh, c'est rien, ils vont t'accepter, ma fille. Ça a été facile de négocier ton salaire? Je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais, bon, j'ai donné ce que je voulais et puis ils m'ont donné. C'était ce à quoi tu t'attendais un peu ou... Oui. Bon, j'aurais pu faire mieux. En fait, je voulais tellement rentrer et j'aimais tellement l'entreprise
que j'ai pas donné un grand chiffre. Donc, mais c'était ce à quoi je m'attendais. Ils m'ont donné le minimum puisque je voulais. Est-ce que pour toi, en Côte d'Ivoire, c'est possible de vivre uniquement avec son salaire? Oui, moi je trouve que c'est possible, hein. Mais moi j'ai pas vraiment ce mindset-là, hein. Moi c'est pour ça même que je suis rentrée. Je veux faire beaucoup d'autres choses en fait. Mais sinon c'est très possible. C'est possible. À Abidjan c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ok. Quels ont été les moments les plus difficiles au cours de ton parcours scolaire? Les moments les plus difficiles au cours de mon parcours scolaire, depuis mon bachelor jusqu'à maintenant, je dirais le TOEFL. Je pense que c'était la chose la plus compliquée de toute ma vie, je le dirais. Parce que tu as eu un parcours excellent et tout d'un coup, tu échoues. Tu échoues 5 fois. Donc, et tu peux rien faire. C'est pas comme si tu peux aller bosser toute une nuit et réussir. C'est pas ça le TOEFL. Le TOEFL, c'est vraiment, faut pratiquer l'anglais et tout. Donc, je pense que c'était la chose la plus compliquée. Non, mais tu prêches une convaincue. Moi, j'ai passé 3 fois. Donc, bon. Est-ce que tu as douté de ta légitimité dans la tech? Non, il y avait un peu de confiance en moi parce que j'ai toujours été matheuse. J'ai fait une TC, une terminale C, donc j'ai toujours aimé les maths. Donc j'avais un peu confiance en moi à ce niveau-là. Donc je me suis dit que je pouvais le faire. Donc j'ai pas vraiment douté. Le seul moment où j'ai douté, c'est quand j'ai commencé mon master. Là où j'étais avec que des ingénieurs et des matheux. Vraiment là, j'ai eu un peu de tout parce qu'ils parlaient comme s'ils connaissaient un peu tout. Donc là, j'ai eu un peu de doute. J'ai eu un peu de doute à ce niveau. Mais après, non, j'avais plus confiance. Ok. Et comment tu as su surmonter le syndrome de l'imposteur? Ah ouais, Expliquez peut-être à ceux qui ne savent pas c'est quoi le syndrome de l'imposteur. Voilà, le syndrome de l'imposteur, je dirais que c'est vraiment quand tu te sens pas à ta place. Tu sens que tu n'as pas ta place dans un endroit. Tu sens que tu es moins qualifié que les autres. Okay. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ça même pour m'aider parce que dans ma chambre, je bossais. Les autres, ils avaient vraiment confiance en eux, mais moi, dans ma chambre, je bossais un peu plus, je parlais au professeur. Vraiment, je voulais tout comprendre. Donc, j'ai utilisé ça pour vraiment acquérir les connaissances assez rapidement. Et après, j'ai eu un peu plus confiance. Ok. Pour toi, quelle a été la place de l'anglais dans ton parcours, que ce soit professionnel ou scolaire? Au lycée, vraiment, moi, je négligeais l'anglais, j'avais pas une grande place. Bon, j'avais juste la moyenne, quoi. Mais dès que j'ai commencé l'université, c'était très important. J'aimais vraiment pas l'anglais, mais c'était très important. Ouais. Donc, c'était très important dans mon parcours. Même après, quand tu commences à travailler, parce que faut se dire que quand tu vas aux États-Unis, il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes qui vont se balader avec que les francophones. Donc, ils sont aux États-Unis pendant 10 ans, mais ils parlent pas d'anglais. Et il y en a qui vont essayer. Moi, je faisais partie de la catégorie qui essayait. J'avais vraiment des copines, des amis, genre avec qui je parlais tout le temps, qui étaient anglophones, qu'anglophones. Ouais. Donc, ça m'a vraiment aidé. Et ça fait que quand je postulais même pour les entreprises et tout, j'arrivais à bien faire les entretiens en anglais, j'arrivais à m'exprimer. Donc, ça m'a vraiment aidé dans presque tout mon parcours. Et même jusqu'aujourd'hui, mon entreprise est en anglais. Je veux dire, on recrute souvent que des anglophones, ils comprennent même pas un mot en français, donc je suis obligée de t'exprimer en anglais. Ça, franchement, ça m'aide. Pour toi, c'est quoi les compétences qui sont vraiment nécessaires pour entrer à Jamo? Je dirais pas l'anglais parce que tu n'es pas obligé de parler l'anglais pour entrer à Jamo aujourd'hui. Même il y a des gens qui apprennent sur l'État. Donc, pour entrer à Jamo, selon moi, je dirais, faut être indépendant. Ok. Faut être indépendant. Faut être une personne qui va aller chercher les réponses lui-même. Faut pas attendre que les réponses viennent à toi. Faut pas attendre que ton boss te donne des directives. Voilà. Faut vraiment être indépendant. On te donne un petit truc à faire. Toi-même, tu dois chercher à le faire, à trouver la méthode. Fais. Donc, c'est vraiment être indépendant. Et puis, il faut apporter beaucoup d'idées aussi pour aider l'entreprise parce que, comme je disais, c'est une start-up. Et puis voilà. En senior data science,
Est-ce que tu as une équipe? Bon, là, je suis la seule data scientist de Jabo. Bon, là, aujourd'hui, j'ai un stagiaire avec qui je bosse, mais c'est tout. Comment tu gères ton rôle de patronne avec ton stagiaire? Bon, je le gère bien selon lui. Et la dernière fois, il a dit, il a dit que je gère bien. Bon, ça m'apprend aussi beaucoup de choses, la patience. Parce que quand tu es manager, bon, je suis pas manager, mais quand tu gères quelqu'un, tu dois être patient. Donc, ça m'aide beaucoup. Et puis, ça m'apprend beaucoup de choses sur moi-même. Et ça m'aide aussi à faire des recherches même avant de venir parler à la personne et tout. Donc, ça m'apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut postuler à Jabo? Je dirais, vas-y. Voilà. Et puis, fais beaucoup de networking aussi. Moi, je pense que si quelqu'un veut postuler à Jamo, moi, ce que je conseille, c'est de parler aux gens même qui travaillent à Jamo. Voilà. Tu parles aux personnes qui travaillent à Jamo, ils vont te référer. Et ça sera. Est-ce que pour toi, le boulot de data science, c'est quelque chose qui nourrit son homme en Côte d'Ivoire? Parce que, après, toi, ton expérience, elle est différente. Tu as quitté les États-Unis, tu étais à Amazon. Mais pour quelqu'un qui sort de l'école en Côte d'Ivoire, qui rentre en tant que data science, peu importe l'entreprise, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui nourrit son homme? Oui, je dirais oui. Si on veut comparer aux autres boulots. Moi, je dirais oui, ça nourrit bien son homme en Côte d'Ivoire. Bon, je parle même pas de mon expérience, je parle des autres data scientists qu'il y a en Côte d'Ivoire. Je pense que ça et ce qui est bien avec data scientist, c'est que tu peux travailler en freelance. Donc, je connais beaucoup de gens, bon, pas beaucoup, je connais quelques personnes dans d'autres compagnies qui sont data scientists, mais qui travaillent beaucoup en freelance. Okay. Beaucoup, même avec des entreprises de l'extérieur et tout, ils sont en freelance et tout. Donc, ils ont de l'argent, ils ont des gombos tout le temps, ils créent même des projets propres. Donc, oui, je dirais ça. Ok. Toi, tu as eu à faire de la finance d'abord et puis après, tu t'es reconverti. Mais c'est quoi le parcours normal pour être data scientist? Oui. Je dirais, par rapport à ce que j'ai déjà vu chez mes amis, ils ont généralement fait un bachelor en maths, en ingénierie. Et puis après, ils vont faire un master en data science. Mais en Côte d'Ivoire, ce que j'ai remarqué, bon, la seule école que moi je connais qui fait la data science, c'est INPHP. Okay. Qui font la big data et data science. Donc, je sais pas vraiment comment ça se passe. Je sais pas c'est combien d'années, mais je sais qu'ils le font. Et dès qu'ils finissent ça, à Orange. Stage Orange. Je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai remarqué. Ok. Est-ce que pour toi, c'est une filière qui est bouchée? Aujourd'hui? Oui. Par bouchée, tu veux dire on peut pas rentrer dedans, il y a pas assez d'opportunités? Non. Surtout aujourd'hui, avec le développement de IA, donc, je dirais, on a tellement besoin des data scientists aujourd'hui. Tellement. Mais, faut que les gens se disent, en tant que data scientist, faut vouloir apprendre. Moi, par exemple, j'ai pas appris, l'intelligence, bon, j'ai appris l'intelligence artificielle, mais j'ai pas appris l'IA générative, à l'école. Mais là, je suis obligée d'apprendre maintenant. Sinon, j'aurai aucune valeur parce que c'est ce qu'on utilise tout le temps. Donc, vraiment, si quelqu'un se dit qu'il veut toujours apprendre, il fait toujours des recherches, non, c'est pas bouché du tout. Du tout. On est très recherché aujourd'hui, du tout. Pour toi, tu penses que tu as été une exception? Ton parcours était une exception ou il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconvertir comme toi? Je dirais oui et non. Parce que j'en connais qui ont essayé mais qui n'ont pas pu. J'en connais qui ont pu. Donc, je dirais oui et non. Je dirais pas une exception, mais je dirais 50-50. Genre 50% peut, 50% peut pas aimer. Voilà. Parce que c'est pas si simple que ça. Si tu n'as pas cet esprit tech et tout, c'est pas si simple que ça. Ok. Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui est en train de faire des études pour devenir data scientist? Moi, je dirais, vas-y, c'est une très bonne chose. Essaie aussi d'apprendre de ton côté tout ce qui est IA générative et tout. Et lance-toi. Vraiment, il y a pas mieux que ça. Moi, je trouve. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait la data science. Vraiment, pas du tout. Si tu devais recommencer, quelles sont les décisions que tu n'allais pas prendre ou quels sont les choix que tu n'allais pas faire? Recommencer tout mon parcours. Hein. Oui. Bon, j'aurais voulu connaître la data science plutôt. Mais en même temps, je dirais que le fait d'avoir fait la finance, c'est-à-dire j'ai fait administration des affaires, spécialité finance, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'en tant que data scientist, il y a quelque chose qu'on ne sait pas.
C'est vrai qu'il y a la tech, mais il y a le côté business qui est très important. Et ça apporte un plus. Il y a des gens qui sont très tech, ils n'ont aucun côté business. C'est pas si évident que ça. Donc, j'aurais voulu connaître, mais en même temps, je me dis, mon parcours était bon. Si je devais recommencer, peut-être j'allais rentrer plus tôt à Abidjan. Ah bon? Oui. Mais ça veut dire il n'y a pas d'Amazon. Bon, un an, j'allais faire un an, j'allais rentrer. Bon, j'avais pas d'opportunité ici, mais si je devais recommencer, j'allais rentrer plutôt à Abidjan. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut rentrer en Côte d'Ivoire de rentrer sans avoir trouvé ou de trouver d'abord? Bon, moi, je pense que c'est mieux de trouver d'abord. De trouver d'abord. C'est beaucoup plus safe parce que je suis aux États-Unis. Comme je dis, les États-Unis, c'est un peu cher et tout. Tu as dépensé énormément d'argent. Et tu rentres en Côte d'Ivoire, bon, tu as du mal à trouver du boulot. On te propose un salaire. Vraiment, c'est pas intéressant pour les parents même et pour nous. Voilà. Donc, je conseille aux gens de trouver. Ok. Souvent, on a cette idée aussi de se dire que quand on va rentrer en Côte d'Ivoire, c'est vrai, on va trouver le boulot et tout, mais au niveau de l'intégration avec l'équipe, ça sera un peu plus difficile. Est-ce que pour toi, tu as vécu ça? Il y a eu un... Ah ouais. Moi, mon équipe est excellente. Franchement, c'était super. L'intégration Après, était super. tu vas les retrouver lundi, donc tu Ah peux, oui. ça va cracher Non, sur mais même, non, pas du tout. Mais moi, quand je suis venue la première fois, le premier jour que je suis arrivée, je suis partie à l'office et tout. Parce que au début, moi, je travaillais en ligne. J'étais Ouais. aux États-Unis. Parce que je voulais quand même être sûre que je rentre. Donc, je travaille en ligne aux États-Unis. Donc, je travaille avec des gens que j'avais jamais vus. Donc, quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, le premier jour, je suis partie à l'office et tout. Je pense que je suis sûre de ça, que les gens avaient des appréhensions, la go qui est d'Amazon et tout, voilà, peut-être très arrogante et tout. Mais après, j'ai comme ça causé avec les gens. Voilà, ils ont vu que j'étais sympa. Ouais. Et franchement, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, je parle avec beaucoup de mes collègues, vraiment, en dehors même du boulot. Ça se passe très bien. Il y a pas mieux. Mais par contre, vu que je suis dans la tech, il y a pas beaucoup de filles. Il y a pas beaucoup de femmes dans la tech, malheureusement. Donc, je pense que c'est le seul hic, mais bon. Je pense que Jamo essaie d'améliorer ça un peu. Mais c'est le seul problème, sinon, ça passe pas. Ok. Est-ce que tu as un mot de fin? Je veux que les femmes, et surtout les femmes noires, s'intéressent à la tech. Parce que je pense que aujourd'hui, les hommes, les gens ont cette idée-là de la femme, que la femme peut pas forcément être bien dans la tech. Donc moi, je veux vraiment encourager les femmes à s'intéresser à la tech, surtout les femmes noires. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Majeli. N'oubliez pas de commenter, liker et de partager. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Majeli.